Parlons maintenant de l'indemnité de chômage. Aujourd'hui, vendredi, nous avons appris par le biais des médias que l'UNEDIC et les syndicats ont parlé de l'indemnité de chômage des frontaliers. Je tiens dès à présent à préciser qu'en aucun cas, bien entendu, qui que ce soit a son mot à dire du côté des frontaliers. Ce sont les syndicats des salariés français qui décident et c'est l'UNEDIC qui décide. C'est eux qui gèrent la caisse. Et ils disent, à tort ou à raison, que les frontaliers sont à ce jour les responsables d'un énorme déficit. Il coûte actuellement 800 millions d'euros à la caisse de chômage, sans pour autant qu'il y ait des cotisations qui soient reversées en France. Ils disent aussi que sur 440 000 frontaliers, il y en aurait 70 000 qui seraient indemnisés par la caisse de chômage. Moi, ce taux de plus de 17% de chômeurs, de frontaliers au chômage, me semble très élevé. Bien entendu, ils peuvent dire ce que bon leur semble, puisque nous n'avons pas de chiffres. Nous pouvons juste poser certaines questions tout à fait légitimes, dont celle de dire, vous parlez aujourd'hui d'un déficit de 800 millions. Est-ce que vous êtes conscient que depuis 1978, s'agissant des frontaliers en Suisse, la Suisse a versé jusqu'en 2009 80% de l'ensemble des cotisations des frontaliers en Suisse. Elle a reversé à la France. La France, à l'époque, jusqu'en 2000, expliquait que les frontaliers doivent être indemnisés sur la base d'un salaire de référence qui ne correspondait pas à la réalité. Donc, au lieu d'être remboursés à 57,4% comme tous les autres, les frontaliers étaient, eux, indemnisés à 40%, jusqu'à ce que la Suisse signe les accords de libre circulation qui n'a plus autorisé la France à discriminer les frontaliers qui travaillent en Suisse par rapport aux autres frontaliers qui résident en France et qui travaillaient dans les autres États limitrophes. Ces autres États, d'ailleurs, ne versent pas un centime, n'ont jamais versé quoi que ce soit. C'est le droit communautaire qui dit cela. Tout simplement parce que le droit communautaire, à l'époque, disait, il y a un phénomène frontalier, il y en a qui rentrent dans un État, qui rentrent dans l'autre. Ils n'avaient pas imaginé que la France serait championne d'Europe en matière du nombre de frontaliers. Ça, personne ne l'avait imaginé. Donc, quand on a instauré ces règles, elles étaient ce qu'elles étaient. Et elles le sont encore. Maintenant, on est en train de nous expliquer que finalement, pour ceux du Luxembourg qui soi-disant gagnent beaucoup trop, et ceux de Suisse qui, eux, encore gagnent presque 4 fois plus, parce qu'il y a des chiffres aberrants qui sont donnés, de ce côté-là, c'est plus possible, la France ne peut pas continuer à perdre autant d'argent. Sauf qu'en l'occurrence, ce ne sont pas les frontaliers qui négocient les conventions, mais c'est bien nos dirigeants qui les négocient. S'ils ne sont pas capables de négocier avec la Suisse, avec le Luxembourg, des choses qui sont correctes et qui ne sont pas totalement à leur détriment, c'est pas de notre faute. Le travailleur frontalier, une fois qu'il a perdu son emploi en Suisse ou en Luxembourg ou ailleurs, c'est tout simplement un citoyen français, pour la plupart d'entre eux, ils ne sont pas tous français en plus, qui réside en France et qui n'est rien d'autre qu'un demandeur d'emploi en France. Il n'y a pas lieu de le traiter différemment. On pourrait dire, oui, mais attendez, vous avez vu le chômage qu'il perçoit. Il perçoit le chômage selon la règle française, selon la réglementation française. C'est ce qui est bien défini. Et il a cotisé en fonction de son salaire réel. C'est la cotisation qu'il a payée. L'assurance chômage, comme son nom l'indique, est une assurance qui vous dit, voilà, à un moment de votre vie, vous risquez d'avoir un accident de parcours professionnel. Personne n'est à l'abri. Ça, c'est très important, ce genre. Personne n'est à l'abri. Quelle que soit sa situation, quel que soit son âge, on n'est pas à l'abri. Donc, dans ce cas, vous aurez bien entendu un très sérieux choc psychologique, ce qui est pratiquement normal. Mais en plus, vous risquez d'avoir un grave choc financier, puisque l'indemnité de chômage ne compense absolument pas le salaire, bien entendu. Mais elle permet néanmoins de faire en sorte que les gens puissent retomber à peu près sur leurs pieds face aux obligations financières pour lesquelles elles se sont engagées. On ne prête qu'aux riches, c'est connu. Et donc, les gens ont contracté des emprunts, notamment immobiliers et tout, auxquels ils doivent faire face. Ils n'ont pas d'assurance pour cela.
Entre autres, c'est ces emprunts-là. Ils ont des enfants qui font des études et beaucoup d'autres choses. Donc, on ne peut pas simplement comparer quelque chose qui n'est pas comparable. Si je suis assuré, et à un moment donné, on me dit, voilà ce dont vous avez droit, on ne peut pas du jour au lendemain changer la règle en disant, oui, mais attendez, il n'y a plus d'argent en caisse, donc vous spécifiquement et très spécialement, on va vous traiter autrement. Il faut aussi savoir que beaucoup de personnes en France, et heureusement, ont les mêmes revenus que des frontaliers. C'est clair. Et elles sont indemnisées sur la base de la réglementation française. Et pour qu'elles soient incitées à rechercher plus rapidement un emploi, les personnes qui percevaient trop d'indemnités, et c'est aussi le cas des frontaliers, on a décidé, l'année dernière, la France a décidé qu'on va changer la règle pour tout le monde, pour toutes les personnes qui sont au chômage en France, toutes celles qui sont indemnisées sur la base d'un revenu qui dépasse 4 500 € brut par mois, sur une moyenne donc mensuelle, verront leur indemnité diminuer de 30% jusqu'à ce qu'ils atteignent le fameux plafond de salaire de 4 500, en sachant qu'ils sont remboursés, indemnisés à pratiquement 50%. On arrive bien entendu à des chiffres nettement inférieurs que ce dont ils avaient droit. Il faut aussi noter que la Suisse et tous les autres pays européens versent 5 mois de chômage à l'UNEDIC. Les 5 premiers mois sont remboursés par la Suisse à la France. Donc dans ces 800 millions, je pense quand même qu'il faut en tenir compte. Mais je ne pense pas qu'on en ait tenu compte. Donc il y a à ce jour, en faveur de l'UNEDIC française, presque 30 ans de cotisations qui ont été versées par la Suisse. Et pendant 9 ans, de 2000 à 2009, la Suisse était le seul État à verser cela alors qu'elle n'y était pas obligée. La Suisse n'avait aucune obligation de rétrocéder quoi que ce soit, elle a continué à le faire jusqu'en 2009. Et c'est en 2009 où elle a dit, attendez, tous les autres ne versent rien, pourquoi devrions-nous être le seul et unique pays qui versons ces 80% des cotisations? Mais bien entendu, les médias n'en parlent pas. Et l'UNEDIC se tait, tout le monde se tait. On est en train de nous traiter comme des chiens qui sont traités par un vétérinaire. On tourne autour, on regarde quels sont ses symptômes, on fait un diagnostic, on lui donne un traitement, et on explique au propriétaire, si dans 2 jours il ne va pas mieux, vous l'apportez, peut-être qu'on va le piquer. Mais nous savons parler, nous savons communiquer. Pourquoi on ne nous interroge pas? Pourquoi les autres décident de notre sort? Parce qu'ils sont les payeurs. Qui a décidé que c'est eux qui devaient tout payer? Pourquoi on peut offrir des taxes et des impôts à des grandes... On parle d'aéroports, par exemple. On peut offrir tout ça. La France offre l'impôt à la Suisse. Pourquoi? En l'occurrence, en échange, elle ne pourrait pas dire, écoutez, on a un petit problème. Le problème, il est le suivant. Nous avons un grand déficit. On s'assied avec la Suisse et on en discute. Je ne pense pas que la Suisse va refuser. Mais j'ai jamais vu, à ce jour, qu'on a entamé une quelconque de ces discussions. Alors, je ne sais pas maintenant ce qui est prévu, puisque les informations qui nous sont données, c'est tout et n'importe quoi. D'un côté, on entend que l'UNEDIC a demandé, et les syndicats ont demandé à la France de renégocier avec les États, ce qui me semble pas du tout absurde. D'un autre côté, on entend qu'il a été décidé que, pour certains frontaliers, on donnera un coefficient de diminution des indemnités, suivant l'État dans lequel ils travaillent. Là, je suis surpris. Là, je suis surpris parce que c'est un obstacle à la libre circulation. C'est une entrave à la libre circulation. Et surtout, ça risque de décourager pas mal de frontaliers qui sont au chômage en France et qui disent, je ne vais pas aller travailler en Suisse, peut-être, parce que je ne sais pas ce qui va se passer après. Première des choses. Et d'autres qui ne sont pas au chômage, mais qui ne vont pas chercher un emploi dans les pays où ils savent que, comme c'est un premier emploi, enfin, ce sont des nouveaux emplois en Suisse, ils ne connaissent pas, ou en Allemagne, ou en Luxembourg, ils ne savent pas comment ils seront traités et combien de temps ça va durer. Donc c'est très grave, ça. Ils ne sont pas informés, concrètement, des conséquences. Donc ils diront, moi je ne vais pas en Suisse, ou au Luxembourg, ou en Allemagne. Je ne vais pas aller travailler là-bas, parce que, finalement, on est très maltraité. Et surtout, qu'à la sortie, si je vais au Luxembourg et que je suis retraité, je paye la CSG, je ne paye pas la CSG, mais si je vais en Allemagne ou en Suisse, je vais payer la CSG.
Alors que je réside en France, j'aurai la sécurité sociale française, mais suivant l'État dans lequel on a travaillé, on est plus ou moins soumis à une taxe ou non. On y reviendra tout à l'heure. Mais c'est lamentable. Le grand problème, c'est que le président de l'UNEDIC a dit officiellement, je l'ai lu dans des articles de presse, que le chômage, c'est pas des vacances. Que ces frontaliers qui sont indemnisés de chômage, qui gagnent de trop, il ne faut pas qu'ils s'imaginent qu'ils ne vont pas devoir chercher un autre emploi simplement parce qu'ils sont trop payés. Il faut prendre des mesures. C'est une insulte très lourde de conséquences pour un président d'une telle administration. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Je ne peux pas accepter cela. On se moque de nous. On se moque surtout de vous. On se moque de vous ouvertement. Bien sûr, certains d'entre vous pensent « moi je m'en fous, je ne suis pas au chômage, c'est pas un problème ». Comme actuellement, j'ai entendu dire dans des interviews des Français qui disent « ah non, un jour férié en moins aux travailleurs, c'est pas possible. Il faut diminuer les indemnités de chômage à ceux qui ne travaillent pas ». Voilà, chacun voit, c'est clair, midi à sa porte. Mais en tout cas, ici, je ne peux pas accepter cette situation. Donc, il va falloir se défendre. Pour se défendre, nous prévoyons de présenter une pétition au Parlement européen. Qu'est-ce que ça signifie ? Cette pétition est un droit fondamental dont dispose chaque citoyen d'adresser une pétition à la Commission, au Parlement européen, qui dispose d'un comité qui gère ces pétitions. Ce comité est composé d'une trentaine de députés de divers pays, dont français aussi, et c'est eux qui sont en charge de vérifier d'abord si la pétition est recevable et qui sont en charge de vérifier si elle correspond bien à une infraction au droit communautaire. Et si tel est le cas, cette commission peut décider d'interroger la France, mais elle peut surtout décider de contacter la Commission européenne et de lui demander de poser des questions préalables à la Cour européenne de justice. La Commission ne pourra pas opposer un droit discrétionnaire de refuser cela, comme c'est notre cas, puisque systématiquement, la Commission de Bruxelles, quand nous avions porté plainte ces derniers temps, refusait de poser ces questions, alors que logiquement, la jurisprudence, plusieurs jurisprudences expliquent que s'il y a une interrogation ou des doutes, on doit poser la question à la Cour européenne de justice, qui est la dernière instance. Ce sont des jurisprudences qui viennent d'arrêts de la Cour de justice elle-même. Et hiérarchiquement, normalement, la Commission devrait quand même tenir compte de l'avis et des arrêts de ces juges. Mais non, pas du tout. Nous ne pouvons pas aller au-delà. On nous fait un barrage. Donc nous allons devoir passer au-delà. Et nous allons aussi, politiquement, agir. Je pense qu'en France, actuellement, vous l'avez vu, c'est un vrai chaos. Chacun voit midi un peu à sa porte. Et chacun vise quoi ? Vise les élections de 2027. Mais peut-être qu'elles viendront avant. Donc à nous maintenant de dire, attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Qu'est-ce que vous nous faites là ? Vous êtes en train, non pas de ne pas nous donner de privilèges ou d'avantages, pas du tout. Vous êtes en train de nous supprimer des droits. Donc désolé, maintenant il faut monter au créneau. Quel que soit le parti, quelle que soit la personne, il faut monter au créneau. Il faut arrêter à chaque élection, de donner des tracts dans lesquels vous dites que vous allez vous battre pour nous, pour avoir nos voix. Eh bien, si vous voulez nos voix, il faut dès à présent prouver que vous êtes notre porte-parole. Ouvrez les portes. Ouvrez les portes à vos représentants. Je pense que le comité des frontaliers est représentatif. Il ne s'agit pas d'ouvrir les portes pour qu'une association de frontaliers impose sa volonté. Il s'agit tout simplement d'ouvrir les portes pour que nous puissions tranquillement exposer la réalité de la situation. Parce que ce n'est pas possible autrement. Donc là aussi, il va falloir vraiment nous suivre pour que cette pétition, en ligne, elle sera en ligne, c'est très important. Et ça ne sera pas un grand travail. Mais que cette pétition, elle rassemble des dizaines de milliers de signatures. Nous avons les associations de frontaliers
qui sont en Moselle, dans le Bas-Rhin, et très certainement d'autres associations que nous allons mobiliser, si elles le souhaitent. Mais je crois que c'est un dossier commun. Il va falloir bouger de la même manière. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. En tout état de cause, si nous ne bougeons pas, ça va être de pire en pire. C'est-à-dire, ça, ce sont 2 mesures, il y en aura encore bien d'autres. Et nous sommes déjà, depuis des années, discriminés.